Bonjour à tous, bonjour les amis exploitants de camping et bienvenue et merci surtout d'être venu participer. Ah bah voilà, on a G. Custer qui nous a rejoint et donc du coup on est plus tranquille. Désolé pour les 3 minutes de retard, on était en train de ramer avec la technique et ça y est, on y est. On, on vous remercie de nous avoir rejoints pour un webinaire auquel on a donné le nom un petit peu accrocheur de l'éco-responsabilité, ça paye. Alors, je voudrais faire une précision. Euh, Ça paye, ça ne veut pas dire que financièrement. En effet, il nous semble que donner des réponses aux préoccupations environnementales, ça permet d'avoir bien d'autres choses que de l'argent. Ça permet d'avoir déjà de meilleurs clients, en tout cas peut-être. C'est ce qu'on va voir dans l'échange aujourd'hui. Ça permet aussi d'avoir peut-être de meilleurs collaborateurs. Et si ça permettait également d'avoir une meilleure vie, est-ce que ce ne serait pas déjà extrêmement payant pour nous tous? Une meilleure vie pour soi et une meilleure vie pour tout le monde. Satisfaire la préoccupation citoyenne, si on peut aussi s'exprimer ainsi. Voilà, enfin, beaucoup de pistes qu'on va explorer aujourd'hui. Pour illustrer ce propos, nous recevons G. Custer, qui est avec nous, qui est le propriétaire du camping Le Paradis, en Dordogne. Nous recevons Raphaël Micheluzzi, qui est le propriétaire du camping La Fougeraie. Tous deux ont des expériences vécues en matière d'éco-responsabilité qu'ils vont nous partager. Nous recevons Yann Hamel, qui est, alors pour le dire précisément, consultant en développement durable pour la Fédération Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, on dit, à tous les trois, merci de nous avoir rejoints. Nous avons également Jean-Pierre Garbax, qui est consultant et qui est bien connu maintenant des webinaires Welcome. Il se chargera d'introduire le sujet, peut-être aussi de faire la conclusion. Tour à tour, chacun d'eux vont vous donner leur témoignage. Ils nous parleront du sujet qui nous préoccupe. Et puis, comme d'habitude, vous pourrez les interroger au fur et à mesure via le chat ou à la fin en direct en posant vos questions à l'oral. Alors, sans plus attendre, nous écoutons Jean-Pierre Garbax pour ton propos liminaire sur l'éco-responsabilité. Bonjour à tous, donc éco-responsable. Voilà un mot qui est bien à la mode. Tout devient éco-responsable en ce moment. Les produits, les entreprises, le sport, le foot, même la Formule 1 veut devenir éco-responsable. Le tourisme, lui, a déjà commencé à faire sa révolution. On a bien compris que la transhumance de milliers de personnes d'un point A à un point B pour passer quelques jours au soleil ou à la neige avait un impact certain pour la planète. Le monde du tourisme a compris qu'il sciait la branche sur laquelle il était assis. Concernant les gestionnaires de camping, beaucoup se sont posé la question de leur éco-responsabilité. Pour certains, c'est devenu le but ultime de leur vie, de leur entreprise. D'autres y ont vu une opportunité pour y faire un peu plus de business. Y a-t-il un juste milieu à trouver ? En tout cas, l'heure du greenwashing est terminée. Il y a quelques années, on se posait la question suivante. Pourquoi penser à la fin du monde alors qu'on arrive difficilement à la fin du mois ? Mais aujourd'hui, alors que tout semblait être sous contrôle et acquis, les événements récents prouvent que rien n'est définitif. Le retour à la réalité est brutal. L'énergie se fera rare et chère. L'eau se fera plus rare et plus chère. Dans nos campings, nous devons relever les défis suivants. Comment consommer moins d'énergie ? Comment consommer moins d'eau ? Comment émettre moins de déchets ? Comment devenir autonome et indépendant ? Si nous arrivons à résoudre ces équations, nos campings deviendront des lieux durables où il fera bon vivre, pour vous, pour vos campeurs. Nous allons voir avec nos trois invités comment rendre nos campings éco-responsables. 2 ont déjà testé sur leur établissement des solutions qui fonctionnent. Le troisième vit
mange et dort développement durable et en fait profiter tous les gestionnaires de camping. On ne te voit plus, Loin, Jean-Pierre. loin des grands discours, avec pragmatisme et efficacité, ils vont nous expliquer concrètement ce que l'on peut faire. Messieurs, c'est à vous. Merci, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Raphaël Micheluzzi, tu as mené des expériences dans ton camping et notamment, tu as mis en place des labels. Pourrais-tu nous faire le récit de comment ça s'est passé et de ton appréciation de chacun des labels que tu as installés dans ton camping? Bonjour à tous. Je fais un petit extrait cité. Par essence, le camping est éco-responsable car il propose un mode de vacances au cœur de la nature et doit cohabiter dans ce milieu naturel en le respectant, le valorisant et en le protégeant. C'est ainsi que les gestionnaires s'engagent dans une démarche vertueuse pour proposer à ses clients un séjour authentique et sain. Pour garantir la qualité et l'implication de son établissement, le gestionnaire dispose de pléthore de labels environnementaux, du connu au moins connu, payant, engagé ou encore label de groupe ou de chaîne, ce qui perd le client. Pour cela, je vous présente 2 labels environnementaux qui ont aujourd'hui une bonne notoriété, mais aussi qui sont de véritables outils de performance et d'action. Existant depuis de nombreuses années, ils sont arrivés à maturité et balaient bien les enjeux environnementaux actuels. Reconnus par le public, ils valorisent et valident auprès de votre clientèle vos actions et votre réel engagement. Donc le premier, c'est l'écolabel européen. Alors l'écolabel européen, c'est un argument de confiance par les contrôles des produits et des audits de sites réguliers imposés par les écolabels. Les informations claires et fiables délivrées sur les produits écolabellisés sont autant d'éléments qui donnent confiance à vos clients. Une réponse à une attente de marché. En choisissant un produit ou un service écolabellisé, le consommateur participe à son niveau à la protection de l'environnement et devient éco-responsable. Une marque d'engagement. Les écolabels permettent d'affirmer auprès de vos clients et les associations de consommateurs et de protection de l'environnement votre engagement en faveur de pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et en dernier, une contribution à l'économie circulaire. Les écolabels s'inscrivent dans une démarche plus globale de management de l'environnement et d'économie circulaire engagée par l'entreprise. Ce label est aussi un outil de performance qui vous aidera à gérer vos ressources, en suivre l'évolution, anticiper vos besoins sans cesse grandissants et vous permettra d'envisager vos investissements futurs dans un objectif de préserver et économiser les ressources, eau, électricité. Et au final, réduire vos coûts. Vous en avez un deuxième, c'est le label Clé Verte. Le label Clé Verte est plus un label de terrain où vous allez recenser vos actions et établir un plan d'action et une politique environnementale pour valoriser votre établissement, lui donner une image de marque vertueuse. Les critères du label Clé Verte imposent le respect de la nature, notamment par la maîtrise des consommations en eau et en énergie, par une gestion environnementale des déchets, par des loisirs qui ne nuisent pas à la nature et par une valorisation des acteurs et des atouts naturels du territoire. Donc, je vous donne un exemple que nous, on a mis en place sur notre établissement et qui fait fonctionner les 2 labels. On a mis en place un bac de déchloraminateur de piscine. Donc, ça nous force à utiliser des produits qui sont moins nocifs, puisque on est toujours sur de la piscine, pour l'environnement. Donc, on utilise seulement du chlore, en fait, sous forme de PCH. Ça, c'est pour la maîtrise des produits en écolabel. Et après, une fois qu'on a utilisé juste ce produit-là, on le verse dans des bacs de déchloramination. En fait, c'est des grands bacs de 2 mètres cubes où on laisse stagner l'eau pendant 48 heures. Le chlore résiduel est fini de consommer et on peut utiliser l'eau qu'on a récupérée pour arroser, pour faire ce qu'on veut avec. On peut le rejeter dans la nature sans impact nocif. Ces 2 labels misent aussi sur la formation et la communication des gestes éco-responsables auprès de la clientèle et du personnel. Ces 2 labels sont pour moi complémentaires et envoient une image positive de votre établissement. Ainsi, ils attireront une clientèle à votre image avec une approche des vacances plus détendue et généralement moins de conflits. Enfin, cela montrera que votre démarche est construite et n'est pas un effet d'aubaine tel que le greenwashing qui se développe actuellement.
Et merci. Ça me paraît très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous dire, Raphaël, des deux labels, peut-être celui que tu préfères ou quelles sont les vertus que tu trouves à l'un et celles que tu trouves à Alors, l'autre? alors celui que je préfère, ça va être la clé verte. Pourquoi? Parce que je suis, comme beaucoup de gestionnaires, je suis quelqu'un d'actif. J'aime bien être sur le terrain, j'aime bien apporter des modifications, j'aime bien mettre en place et voir tout de suite ce que je mets en place. Donc le clé verte est comme je disais, un label de terrain. Donc on va tout de suite voir l'impact de la mesure qu'on va mettre en place. Mais après, l'écolabel européen va être plus sur le long terme et qui va être sur notre gestion globale et au fil du temps. Donc, par exemple, on va en parler tout à l'heure de l'électromobilité. L'écolabel est vraiment nécessaire pour pouvoir appréhender ce mode-là. Donc, dire lequel des deux que je préfère, les deux sont pour moi très importants. Et après, plus dans la fibre du mouvement, ça va être la clé verte. Et qui est peut-être plus facile à aborder en premier et pour faire une entrée dans l'écolabel. Merci beaucoup. Vous avez aussi installé des pratiques vertueuses au paradis. Vous m'entendez, G? Ça y est, je vous entends. Ah, parfait. Je disais, vous avez installé des pratiques vertueuses au paradis, ce qui est une gageure, hein. Et notamment en matière de gestion de l'eau. Vous pouvez nous dire un mot de la façon dont vous y êtes pris? Vous voulez vraiment? Bon, d'accord, allez, je vous en parle. Allez. Bon, parce J'espère que c'est que vous. on puisse pas vous arrêter, alors. Non, mais allez, je vais vous faire plaisir, je vais mettre un chrono. Parce que je me dis que je parle trop longtemps, alors je vais essayer de me calmer. Oui, on a essayé de mettre des pratiques vertueuses, mais comme beaucoup de campings, on a dans notre ADN le développement durable. Et c'est vrai que quelque part, on le faisait bien avant qu'on soit aussi, comme Raphaël, éco-certifié par les deux labels. Et comme lui, j'ai aussi une préférence, mais je vais pas le dire parce que. Un des domaines sur lesquels on a le plus travaillé, c'est sur nos flux. Et en effet, c'est les flux d'eau, mais aussi d'électricité, de gaz, sur nos consommations en général. Et je dirais que sur l'ensemble des flux, il y a un triptyque qu'il faut se rappeler, qui est assez simple. C'est sobriété, maîtrise et production. Je vais l'appeler comme ça. Quand je parle de l'eau, l'eau ici en Dordogne coûte de l'ordre de 2 euros, un peu plus que 2 euros le mètre cube. Donc, ça coûte cher. Tout à l'heure, je vais parler un peu de kilowatts et ça, malheureusement, pour l'instant, enfin malheureusement, heureusement, mais en même temps, on considère moins le kilowatt, lui, il n'est pas très cher encore. Donc, la maîtrise des consommations d'eau, c'est principalement d'abord sobriété. Sobriété, c'est moins consommer. Comment on consomme moins? Par exemple, rien que mettre des robinets à poussoir, mettre des mousseurs, ça tout le monde, j'espère, le fait. Quelque part, pouvoir contrôler les débits de chaque robinet. Et puis quelque part, avoir la maîtrise de tout ça, c'est-à-dire avoir des compteurs divisionnaires au camping. Le simple compteur d'adduction d'eau de votre fermier, enfin de la compagnie qui vous distribue l'eau, ça suffit pas. Le contrôler, déjà, c'est pas mal, mais avoir des compteurs intermédiaires dans le camping, enfin, ou plusieurs divisionnaires, ça vous permet de voir là où il y a des fuites, parce que tout le monde a des fuites. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de fuites, à moins que vous ayez un camping tout neuf, et encore. Et ces fuites, c'est pour ça il faut déjà se restreindre à un contrôle régulier. Nous, on fait un contrôle par mois. Vous allez me dire, oui, mais si au bout d'une semaine j'ai une fuite, oui, je la détecte au bout de 3 mois. Et c'est vrai que c'est quelque chose que on essaye de faire évoluer par des compteurs connectés, où là, on a une maîtrise, on va dire, en permanence. Et production, vous allez me dire, mais comment on produit de l'eau? En fait, on récupère souvent de l'eau, d'abord, l'eau de pluie. On a la chance d'en avoir de temps en temps, même s'il y en a de moins en moins. Nous, on a notre propre système d'assainissement, donc on pourrait, j'avoue pour l'instant on le fait pas parce que ça implique une décontamination de l'eau. On a un système d'assainissement autonome qui enlève les matières en suspension, mais qui enlève pas les bactéries. Donc on peut pas les réutiliser pour l'instant. Mais le fait d'avoir un double circuit d'eau, on a aussi un forage et une source.
Et ce forage, cette source et la récupération d'eau de pluie, on récupère ça dans nos anciennes fosses septiques. Et ces anciennes fosses septiques sont reliées sur un réseau secondaire. Ce réseau secondaire alimente toutes les toilettes et tout l'arrosage. Et chez nous, en été, c'est entre 50 et 70 mètres cubes d'eau par jour. Donc ça, c'est des économies. Au final, en ayant donc une sobriété, maîtrise et un peu de production ou au moins de récupération, on arrive à économiser près de 50% d'économie d'eau. Alors, je vais vous montrer vite fait un tableau, je vous montre vite fait. Ça, c'est un tableau sur plusieurs années. Et je ne vais pas montrer les chiffres, mais on est passé d'une consommation annuelle qui était de l'ordre de 12 000 à 13 000 mètres cubes d'eau par an. On est passé en moyenne à 7 000 mètres cubes d'eau par an, au moins d'eau du réseau. C'est important. C'est encore tenable, d'avoir un forage? Alors le nôtre il date de longtemps, donc je pense que oui, mais peut-être que d'autres sont plus qualifiés que moi pour répondre à cette question. Nous on a déjà une source qui donne pas mal et le forage on l'utilise finalement assez peu. Avec l'eau de pluie qui tient jusqu'à quelque part au mois de juillet et la source ça nous suffit en eau secondaire. À partir de mi-juillet jusqu'à presque la fin de la saison, jusqu'en octobre, on est obligé d'utiliser l'eau de forage. Bien, merci beaucoup et bravo pour cette belle illustration. Je pense que ça va susciter quelques questions. Alors, je me tourne maintenant vers Yann Hamel. Yann, vous avez une grande connaissance des questions bioclimatiques. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous approchez cette question qui est, à mon avis, crucial pour nos campings, en particulier la disposition de nos locatifs? Bonjour à toutes et tous, merci pour les témoignages. Sachez que nous sommes tous des passionnés et nous pourrions disserter sur ces sujets et sur ces thématiques très longtemps. Nous ne faisons pas aujourd'hui, mais les campings sont des petits paradis, sont dénommés ainsi, et ont mis en place des choses pour les précurseurs comme j'ai depuis déjà des années. Donc n'hésitez pas surtout à multiplier ce type d'échéances comme aujourd'hui. Pour répondre à la question, en fait, je fais comme l'être humain a toujours fait. Le bioclimatisme, la préhistoire, qu'elle soit en Dordogne ou en Ardèche, d'où je viens, a toujours désigné les entrées des grottes dans lesquelles l'homme a habité en s'ouvrant au soleil, qui par ailleurs est souvent assimilé à quelque part un dieu, le dieu de la vie, et c'est pas pour rien, parce que le soleil tient chaud, le soleil fait pousser les plantes dégagent de l'oxygène. Le bioclimatisme, c'est ni plus ni moins que revenir à du bon sens, on va dire ancestral, en gros, orienter son logement, quel qu'il soit, pour qu'il capte au mieux le soleil. Bioclimatisme, la vie en fonction du climat. Et bien pour un mobil-homme, sachez qu'un quart de tour peut tout jouer. Un mobil-homme mal orienté d'un quart de tour peut être beaucoup trop chaud en pleine période d'été lorsqu'il a une magnifique vue sur l'océan, parce que le soleil couchant va venir amener les 5-10 degrés supplémentaires qui vont rendre la nuit désagréable, ou la clim incontournable, chose qui n'est pas du bon sens à mes yeux, et qui n'est pas non plus de la sobriété chère à Jay. Et également, ce même quart de tour peut être favorable pour l'hiver, puisque si vous ouvrez en lieu et place de cette orientation à l'ouest, votre mobil-home vers le sud, lorsque vos campings sont ouverts en avant et en après-saison, eh bien c'est le chauffage qu'on va venir diminuer. Et il en va juste d'un quart de tour à l'implantation. Certes, vos espaces sont importants, ils sont votre rentabilité, mais sachez que le coût de l'énergie et le coût de l'eau, comme vous l'expliquez le camping Le Paradis un peu avant, vont devenir très très impactants. Et effectivement, ces prix sont en fluctuation et je vous laisse deviner dans quel sens ils évoluent en ce moment. Le bioclimatisme, c'est bien orienter l'endroit où on vit pour soit bénéficier du soleil, soit s'en protéger. Un arbre bien planté peut faire une grosse différence sur une salle de restauration. La clim peut être évitée ou un pare-soleil peut être la solution à réfléchir avant la clim. Génial. Et enfin, il me semble que, comment dire, quand on avait préparé la réunion, vous nous aviez parlé un petit peu plus de l'optimum que vous envisagez pour un mobil-home, par exemple, d'orientation. Je suis pas sûr que on est tous bien
compris ce que vous préconisez en termes d'orientation. En fait, oui, c'est un zonage. En fonction de l'utilisation du mobil-home, mettons que vous ayez une zone du camping proche du sanitaire, proche de la réception, que vous voulez favoriser à la période, on va dire, un peu plus calme des ailes de saison. À ce compte-là, j'aurais comme préconisation de l'orienter vers le sud. Les baies vitrées les plus importantes, les vitrages les plus importants orientés vers le soleil. Puisque du coup, le chauffage s'en sentira, il sera moins nécessaire pour amener les quelques degrés supplémentaires. En lieu et place de ça, si vous savez que les zones du camping restantes ne seront accessibles finalement que pendant la haute saison, allez, on va schématiser juillet-août, et bien dans ce cas-là, l'orientation à l'est va faciliter le confort de vie des habitants, puisqu'en orientant vers le soleil levant, non pas le sud, ni le soleil couchant, un réveil au chant des oiseaux agréable, mais vous n'aurez pas la surchauffe de manière aussi sensible que si vous orientez votre mobil-home. Il faut fuir l'orientation à l'ouest de toute façon pour ne pas avoir la surchauffe du soir, puisque c'est celle que vous subissez quand vous êtes dans le mobil-home, en l'occurrence pour dormir. Voilà, pardon, j'espère avoir été plus précis. Parfait, génial même, je dirais. On avance sur des sujets, on va dire, de plus en plus en profondeur. Et j'aimerais du coup revenir vers Raphaël pour lui demander, Raphaël, tu as choisi d'adhérer à une association, AFPAS, c'est bien ça son nom. Je voudrais savoir, comment dire, un peu plus sur ce qu'elle fait et pourquoi tu as décidé d'y prendre part. Donc on a décidé d'adhérer à l'ASPAS l'année passée. C'est pour rapporter plus de crédit à notre engagement environnemental et valoriser ce qu'on faisait déjà. Donc, et toujours dans le même un peu idée aussi que les labels, on valide ainsi ce qu'on met en place. Donc l'ASPAS, c'est l'association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel. C'est une association française de protection de l'environnement reconnue d'utilité publique, fondée en 1980. Elle œuvre pour la protection de la faune sauvage et pour la préservation du patrimoine naturel. Pour ce faire, elle mène des campagnes d'information pour mobiliser l'opinion publique, interpeller les élus et les décideurs et sensibiliser tout le public à la nécessité de protéger les milieux naturels et les espèces. Depuis 2014, elle gère des réserves naturelles. En fait, elle achète des terrains pour justement les mettre en protection. Elle refuse toute subvention publique. L'association est financée que par les cotisations de plus de 10 000 membres. Donc concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Par exemple, ça permet de protéger les amphibiens. Avoir des grenouilles, c'est moins nocique, puisque les larves sont mangées par les grenouilles. On aura la même démarche en installant par exemple des abris de chauves-souris, qui va vous protéger, qui va les protéger et vous permettre de la limitation de la prolifération de moustiques. Donc là, on se retrouve vraiment sur une action éco-responsable, puisque du coup, on n'a pas besoin de démoustiquer, etc. On a deux sources de démoustication naturelles et en plus, on favorise l'environnement. Ça va aussi interdire la chasse sur son terrain, à savoir qu'effectivement, les chasseurs n'ont pas le droit de tirer sur votre terrain, mais si jamais il y a des zones de chasse et que vous n'avez pas fait opposition à un certain moment, ils ont le droit de passage et de chasse. Donc ça interdit et ils font des démarches pour préserver votre camping. Ça va lutter contre les nuisances qui affectent les milieux naturels. Donc voilà, c'est un peu un engagement, un peu comme on aurait la LPO, mais c'est beaucoup plus large. Ça se centralise pas que sur une seule espèce d'animaux, mais c'est surtout les animaux sauvages. Et ça permet de se retrouver en osmose avec sa clientèle, en préservant les animaux et tout l'espace naturel. Oui, merci Raphaël. Vous voyez, finalement, ce que je retiens de ce que nous dit Raphaël, c'est qu'il y a aussi moyen d'agir près de chez soi, dans son éco-environnement, et de se joindre à des actions locales, à de la pure action et à de l'interaction avec le milieu. Et je pense que c'est aussi ça, la prise en charge de l'écosystème. Alors, si on vous demande de parler de la gestion des énergies, et peut-être plus précisément je sais que ça vous tient à cœur, de l'électromobilité. Je ne sais pas si c'est un mot du dictionnaire, ça. C'est un nouveau mot du dictionnaire. Oui. Il ne va pas tarder à y figurer. J'ai seulement
peur que là encore, ça nous mène très loin. Non, vous êtes super respectueux du timing. Alors, pourriez-vous nous résumer votre point de vue sur cette question qui est immense, qui est vaste et qui est passionnante en tout cas? Oui, vaste question en effet. Alors l'énergie, je vais utiliser le même triptyque que pour l'eau, sobriété, maîtrise et production. Et vous allez voir pourquoi, parce que on est sur un sujet qui est très stratégique pour les années qui vont venir. Et quand je dis les années, c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est presque cette année, l'année prochaine. Enfin, dans les 2-3 années qui vont venir, il y a énormément de choses qui vont changer. Et en effet, dû à l'électromobilité, je pense que c'est dans le dictionnaire même. Alors sobriété dans l'énergie, c'est quoi? C'est avoir des appareils qui sont moins consommateurs, c'est avoir une meilleure isolation de l'ensemble de nos équipements, les mobil-homes par exemple, ou comme vient d'en parler Yann, l'orientation de nos locatifs par rapport à la saison, par rapport à l'orientation et le soleil. Et puis j'aime bien entendre les petits oiseaux aussi, comme il dit. La maîtrise, c'est quoi? C'est là aussi avoir des compteurs un peu sur les gros consommateurs du camping. Pourquoi? C'est pour être conscient de sa consommation et quelque part gérer la demande. Gérer la demande, moi, quand j'allume la lumière, je veux qu'il y ait de la lumière. Oui, mais par exemple, la pompe à chaleur de la piscine, on peut peut-être retarder de 30 secondes son allumage et en attendant que la frite soit chaude ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a un petit peu d'intelligence dans le réseau ou ce qu'on appelle en bon français du smart charging ou du réseau un peu smart, un peu d'intelligence, du pilotage énergétique, on va dire en vrai français. Ensuite, production, un peu tendre vers l'autonomie. Alors, dans le monde du camping, c'est compliqué. On est souvent dans des endroits qui sont magnifiques et implanter du panneau solaire ou une éolienne ou autre chose, ça pose parfois des problèmes. Malgré tout, le fait de pouvoir installer quelques panneaux sur une ombrière ou sur les équipements qu'on a, ou pourquoi pas sur nos mobil-homes, ça peut déjà convenir à une certaine, à alimenter un talon de consommation qu'on a de toute façon assez élevé. Il existe même des panneaux qui sont hybrides, c'est-à-dire ils font aussi bien de l'eau chaude que de l'électricité. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un événement qui avance à grands pas, c'est l'électrification de notre mobilité, le tourisme étant de la mobilité, et les clients qui vont venir chez nous, qui sont en général en voiture, ils vont venir de plus en plus en voiture, sinon électrique, au moins hybride rechargeable. Et là, vous qui aviez un compteur un tarif bleu ou un tarif jaune à 100 kWh, 100 kVA, on va le dire comme ça, tout d'un coup, vous allez devoir alimenter des voitures qui ont en moyenne une batterie qui fait 40-50 kWh d'énergie dans sa batterie. 50 kWh, pour vous donner une idée, la consommation moyenne en 2020 d'une personne dans un ménage normal, on va dire, c'est 6 kWh par jour. Alors bizarrement, moi j'ai fait le calcul chez nous, au camping Le Paradis, la consommation moyenne de nos clients est de 6 kWh par jour, en moyenne. Donc une batterie de 50 kW, c'est on va dire à peu près 9 jours de consommation pour une personne qui est au camping. Donc sur ces 9 jours, on rajoute autant de jours, autant de nuitées, mais là c'est rien que pour une voiture. Si vous avez 100 clients ou 50 clients avec une voiture électrique, mais comment on va avoir toute cette énergie? C'est en étant plus sobre et en ayant une maîtrise de l'énergie. Parce qu'on peut aussi dire au réseau, oui, je vais d'abord alimenter l'électricité, le chauffage, ma pompe à chaleur, et ensuite l'énergie résiduelle, je vais la laisser pour la voiture. Pour la recharge, je pense qu'elle est indispensable. Parce que ça va être un élément déterminant dans la recherche de nos campings dans les années à venir. Donc, quand les gens vont rechercher un camping, ils ont besoin de voir qu'il y a ce qu'on appelle une IRVE, une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. L'IRVE, c'est 3 réseaux. Une recharge lente, c'est on va dire la prise normale. N'importe quelle voiture peut se recharger sur une prise normale. Attention, là on se recharge longtemps, en moyenne 10 à 15 heures. Donc au bout d'un moment, ça chauffe. Il vaut mieux avoir des prises renforcées. C'est pas un investissement très important, ça va de 100 à 200 euros si on veut la piloter ou pas. La recharge accélérée, ou qu'on dit maintenant normale, celle qu'on voit sur les réseaux publics, celle qu'en général vous proposent les distributeurs actuels, ça va de 7 kWh à 22 kWh. On recharge là entre 2 et 3 heures en moyenne, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et là, par contre, on est sur des budgets qui n'ont rien à voir. On est tout de suite aux alentours, même aidé, à 2000 euros par point de recharge. Et on recharge entre 30
30 et 100 km d'autonomie à l'heure. Sur une prise lente, on recharge entre 10 et 15 km d'autonomie à l'heure. Et ensuite, la recharge en courant continu, qui est ce qu'on dit la recharge rapide, qui commence à 24 kW et jusqu'à 350 kW, celle qu'on voit sur les autoroutes. Et là, c'est des bornes qu'on voit peu ou pas dans les campings parce qu'elles sont assez chères. Même la borne la plus simple, elle vaut 10 000 € à peu près, même aidée. Donc, c'est des vrais investissements, mais ça va être indispensable. Je pense que tout ça, on va nous demander, se poser pas mal de questions. Il est possible, dans le futur, que la voiture électrique ne soit pas qu'un problème. Elle peut être aussi une solution, parce que finalement, c'est aussi une batterie. Et à terme, avec des systèmes qu'on appelle de V2G ou V2X, c'est d'ailleurs du véhicule vers le réseau, on pourrait amener le retour. C'est-à-dire qu'à un moment où vous avez besoin d'énergie, on prend l'énergie dans la batterie de la voiture sur votre réseau. On peut faire l'aller-retour. Ça, c'est en train de venir. Donc, ça peut être une des solutions pour compenser les demandes d'énergie dans le futur. Ben, merci. Et je veux dire que ce sujet, je suis personnellement sensibilisé. Je trouve qu'il est important et, à mon avis, il va prendre une dimension énorme. On n'a pas du tout abordé le troisième pan du triptyque, c'est-à-dire la. Vous pourriez nous en dire un mot avant de laisser la parole à Yann? Je suis pas un grand producteur ou au moins un grand connaisseur dans la production. Quand on voit la production d'un panneau solaire, il vous faut le petit panneau solaire qui commence qu'on voit dans des magasins de bricolage à l'enseigne verte avec un triangle là, pour pas dire de nom. On commence à avoir des panneaux très simples avec un micro-onduleur derrière, puisque un panneau produit de l'électricité en courant continu, il faut qu'on mette un courant alternatif pour entrer dans le réseau. Donc il y a le micro-onduleur inclus, mais ça produit, donc un panneau, on l'installe, on le branche sur une prise, l'électron étant consommé localement, très bien, ça vaut 4, 5, 600 €, mais ça produit 400 watts et non pas des kilowatts. Donc, il faut une sacrée surface pour arriver à faire des kilowatts. Ceux qui ont beaucoup de bâtiments, qui ont, encore une fois, les mobil-homes peut-être, je sais pas, ça peut dans le futur être quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant, par contre, vite fait, c'est l'eau chaude. On est tous des demandeurs d'eau chaude assez importants. On a notre période de production notre période de saison qui correspond au soleil le plus haut. Donc, c'est quelque chose le solaire thermique est quelque chose qui a un très bon rendement et qui aide beaucoup de campings. Merci beaucoup. Parmi les questions que je me pose quand je réfléchis à l'éco-responsabilité, il y en a une qui me paraît complètement surprenante, c'est que les sociétés qui construisent des mobil-homes aujourd'hui ne proposent pas comme du standard, comme une option standard, de recouvrir les toits les toits de panneaux. Alors que, il me semble que ça devrait être juste évident. Alors ça nous amène à la question à Yann. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'efficacité énergétique des logements? Je sais que c'est votre spécialité, pour ne pas dire votre dada, et on aimerait bien vous écouter sur le sujet. Avec plaisir. Alors, je reprends le triptyque qu'il faut garder en tête. Pour pouvoir être autonome, il faut d'abord être sobre. Donc, la sobriété et l'efficacité énergétique. En fait, pour prendre votre exemple des mobil-homes, les mobil-homes suffisamment isolés au jour d'aujourd'hui pour être ouverts à la mi-saison, il n'en existe quasiment pas. Je réemploie le mot mobil-home, mais tout logement, tout habitat, tout immeuble doit être isolé. Et non pas uniquement pour isoler pour l'hiver, ça on sait le faire, on sait enfermer du chaud dans un cube. Mais par contre, il doit l'être aussi avec une réflexion de confort d'été. Et c'est là où c'est important pour nous autres, c'est-à-dire que si on isole avec un isolant qui ne sert qu'à isoler pour l'hiver, exemple laine de verre ou polyuréthane, on aura un isolant léger qui ne saura pas gérer le surplus d'afflux calorique du soleil ou de l'habitant ou de la personne qui fait cuire à manger dans son habitat. Du coup, cette notion d'efficacité, pour moi, pour prendre des idées simples, c'est des centimètres.
Il faut au jour d'aujourd'hui pour un habitat performant au moins 20 cm d'isolant sur les 6 faces du cube. Pour le toit, j'irai jusqu'à 35. Pour le sol, on va tourner autour. On peut aller un peu moins si on est posé au sol. On peut aller à 10 cm d'isolation sous la chape. Mais je dirais que si on retient 20 cm, on est proche de la réalité. Or, jusqu'à maintenant, on retient 5 cm quand on parle d'habitat locatif. Retenons 20, parce qu'on aura la réalité. Et ensuite, il y a un autre facteur, c'est que ces 20 cm doivent être constitués d'un isolant lourd, alors qui enferme de l'air tout en étant lourd. Les exemples tendent vers les isolants sur des matières écologiques. Le coton recyclé par Emmaüs, le trio chanvre, coton, lin produit industriellement, la laine de bois produite industriellement aussi. Au jour d'aujourd'hui, les fédérations travaillent d'arrache-pied pour faire changer les habitudes sur cette problématique de l'efficacité énergétique des logements. Les résultats vont venir, ils commencent à pointer le bout de leur nez. On va dans le bon sens pour que le panneau solaire qui soit ensuite installé sur le toit sera vraiment justifié, puisque du coup il produira non plus 10% du besoin, mais peut-être plus proche de 80% du besoin, surtout si les technologies continuent d'évoluer, et croyez-moi, elles sont en train d'évoluer. J'ai évoqué l'une d'entre elles qui produit deux consommables, l'électricité et l'eau chaude. Voilà. L'efficacité vient avant la production, et c'est très important de retenir cette introduction que faisait le gestionnaire du camping Le Paradis. Sobriété, efficacité, énergie renouvelable, mais retranscrit dans les termes d'un gestionnaire de camping, ça vous parle bien. Voilà. Eh bien, merci à tous. Bon, vous pouvez le constater, on a traité plusieurs sujets. Il me semble qu'on est loin d'avoir couvert tout le spectre de l'éco-responsabilité. Évidemment, c'est immense. Et puis, de toute façon, c'est la vie aussi. Hein. Donc, c'est impossible de tout dire. J'ai vu parmi les témoignages que certains prétendent que ça ne s'arrête jamais, que chacun a des initiatives et que les labels sont des à minima. On va peut-être demander à Guillaume de nous restituer les questions qui sont issues du chat. Et puis aussi, si comme moi, vous en avez plein qui vous piquent les lèvres, c'est à vous, allez-y, envoyez de nouvelles sujets d'échange. On les traitera. Alors, on a eu des sondages intéressants, des discussions justement autour des écolabels et de leur pertinence ou pas à vraiment relater la démarche éco-responsable du camping. On n'a pas vraiment de questions. On a vu dans les sondages que 3 campings ont déjà installé des bornes, et donc quelqu'un proposait que ces 3 campings puissent partager leurs informations. Donc en effet, si je reçois des infos sur guillaume@welcomecamping.com, j'ai mis l'adresse dans le chat, je pourrais les faire suivre à tous les participants. Si les 3 campings qui sont déjà en avance sur ce sujet veulent partager un petit peu la manière dont ils l'ont fait. Je me permets également d'indiquer à l'occasion de ce webinaire, pour lequel je vous remercie de l'invitation, vraiment. Si jamais il y a des redirections de demandes vers les dispositifs d'aide financière, sachez qu'il y a des possibilités selon les secteurs. Je ne pourrai pas traiter toutes les demandes de conseil, mais par contre, je m'engage là à les rediriger vers le bon interlocuteur localement. Alors, Sébastien, une question. Quand on est au tarif bleu, pouvons-nous installer des bornes de recharge de VE pour véhicules électriques, j'imagine? Oui. Alors, oui. On va pas dire qu'on peut pas. En fait, comme je disais, ça va demander un petit peu de pilotage énergétique. Mais si vous mettez, tout dépend le type de borne que vous mettez en place. Si vous mettez de l'infrastructure très légère, les prises renforcées dont je parlais, vous allez donner 16 ampères, 3 kilowatts, 3 kilowatts et demi. Donc c'est pas ça qui va agréger maximum votre consommation énergétique. Le problème, c'est que en fait, tout dépend de la demande de votre client. À mettre en place une infrastructure de recharge, c'est soit la petite borne prise classique renforcée. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que
on commence à voir la recharge, entre guillemets, sauvage de gens qui se branchent sur une prise de camping ou dans le mobil-home ou un truc comme ça. Bien sûr, c'est possible. Et dans un premier temps, ça ne posera pas véritablement de problème. Seulement, imaginez un chauffe-eau qui tourne pendant 10-15 heures, ben, ça chauffe. Et la prise elle-même, elle va chauffer. Le câble va chauffer et au bout d'un moment, ça va fondre et ça peut poser des problèmes de sécurité. C'est pour ça que je dis petite prise renforcée. C'est des prises, allez, pour en citer une, Green Up de chez Legrand, Green apostrophe Up, et Witty chez Agère, il me semble. Enfin, il en existe plein, ça vaut pas très cher. Et avec la protection derrière, c'est de l'ordre de entre 100 et 150 euros. C'est pas ça qui va vous coûter beaucoup. Si vous mettez un peu de pilotage, vous laissez l'énergie résiduelle à la prise et le reste, vous l'utilisez comme d'habitude. Quand on va sur une prise de recharge dédiée, un peu intelligente, la plus simple d'utilisation pour vous, c'est-à-dire le client arrive, il a une carte de recharge, son réseau allemand, hollandais, d'Ardèche, je dis ça parce qu'il y a Yann, ou de je ne sais où en France. Et qu'il arrive chez vous, il a envie d'avoir le même service qu'à la maison, c'est-à-dire qu'il arrive, il se branche, il passe sa carte, ça marche. Ça ne marche que sur des bornes, on va dire, intelligentes, celles qui vont de 7 à 22 kW. Ça coûte un peu, pas qu'un investissement, aussi en fonctionnement, parce que vous allez payer la connexion au réseau d'interconnexion et la supervision, parce qu'en général, l'installateur va vous mettre en place une supervision pour que cette borne fonctionne tout le temps. Et vous allez avoir un petit revenu. Ou à moins que vous dites, parce qu'il y en a qui proposent aussi ce service-là gratuitement, mais là, pour le coup, vous allez avoir 0 revenu et ça va vous coûter l'énergie. Donc bon, oui, c'est possible. C'est la question d'Arnaud. Oui. Ouais, donc oui, c'est possible. Je dirais, rapprochez-vous de votre fournisseur qui va vous faire une étude et qui va vous dire, bon, ben là, si vous mettez une borne en place, une borne accélérée, on va dire, et peut-être qu'il va falloir changer de contrat. Ou bien, je sais aussi qu'au moins chez EDF, je sais pas chez les autres, ils mettent en place avec 40%, 60%, je ne me rappelle plus, de subventions, un nouveau compteur en tarif bleu. Bon, derrière, vous allez payer un abonnement supplémentaire. Si ça vaut le coup, si vous avez du passage, si vous avez de la demande, peut-être que ça vaut le coup. Mais ça, je laisse à chacun le choix de mettre un nouveau compteur. Chez moi, je l'ai pas fait. On a un petit retour d'expérience de Nathalie qui dit que des collègues lui ont dit que les clients boudaient les bornes payantes. Elle demande s'il ne faut pas, sur la question justement de la facturation de ce service, plutôt augmenter le tarif des emplacements, locations qui pourraient inclure ces recharges. C'est pas l'expérience que j'ai. Alors ici, on a deux niveaux de recharge. On a la recharge lente, un parking avec des prises toutes simples, mais par contre, elles sont connectées, c'est-à-dire c'est allumé, éteint avec un compteur derrière. Et on fait payer au coût de revient de l'énergie, c'est-à-dire, je pense, c'est entre 15 et 20 centimes pour les prises lentes. Les prises accélérées qui sont sur le parking, qui sont accessibles à tout le monde, aussi les gens de l'extérieur. Ça peut être un élément d'attraction aussi, si ça vous intéresse d'avoir des gens de l'extérieur qui viennent ensuite profiter du restaurant ou du bar. Là, on a mis un peu plus cher, je sais plus, 20 ou 30 centimes de kilowatt. On a mis au kilowatt. Et je pense que la plupart des électromobilistes dont je suis, on est prêt à payer à partir du moment où le service est bon. Si ça fonctionne, si vous n'avez pas de problème par rapport à ce que je disais sur votre carte de recharge, donc l'interconnexion avec le réseau, il n'y a pas de problème de payer. Est-ce que j'ai petite question par rapport à une projection, toujours difficile à faire, mais d'après toi, à partir de quelle année les campings vont sérieusement perdre des clients s'ils n'ont pas ces dispositifs en place? Je pense pas que ce soit forcément le cas aujourd'hui, mais ce serait quelle année? 2025, 2030? Oui, moi je pense dans les 3 ans. Alors personnellement, on a été un peu précurseur, mais on a une IRVE, donc infrastructure de recharge pour véhicules électriques en place depuis 2014. Au début, on avait un véhicule par mois, puis un par semaine. Et là, mon 3e client de cette année était en véhicule électrique. Donc, c'est quelque chose qui est exponentiel. Alors, on est un camping 5 étoiles, on a peut-être tel type de clientèle. Mais alors, je parle beaucoup des voitures électriques, mais n'oubliez pas les voitures
hybrides rechargeables, parce qu'il y en a pas mal. Ceux qui font des longs voyages ont plutôt tendance à avoir ce genre de véhicule-là, et ça aussi, ils se rechargent. Donc, il me semble, mais ça, je fais des projections puis un peu comme ça, hein, au doigt mouillé, que dans les 2-3 ans à venir, ça va être indispensable. Tout simplement parce que certains constructeurs ne mettent en avant que ce genre de véhicule et vont être obligés d'arrêter la production de véhicules thermiques en 2030 ou 2035. 2030, c'est dans 8 ans. Donc, progressivement, on va avoir un basculement qui va se faire dans les 3, 4, 5 ans. C'est un vrai sujet si on fait le calcul que tu as fait au début, hein, de la consommation de chaque prise versus ce qu'on a l'habitude de concevoir comme consommation par locatif ou par client. Ça remet sérieusement en cause nos abonnements, bien sûr, et puis peut-être aussi toutes nos infrastructures d'acheminement de l'énergie, parce qu'on sait qu'il faut du câble, changer les tailles de câble, c'est important, installer les protections, l'intelligence de gestion et de répartition. Enfin, ça, je crois que c'est un vrai défi pour les campings d'aujourd'hui, même les petits. Mais il me semble que un des sujets, le sujet principal par rapport à ça, c'est ce que je disais au départ, et comme disait Yann, l'a répété tout à l'heure, d'abord c'est la sobriété et la maîtrise. C'est être conscient de comment on consomme actuellement notre énergie. Parce qu'on a des pistes des pistes d'économie énormes. Et après, oui, il va y avoir le véhicule électrique, mais lui, il va être un gros consommateur et ça va pas être, ça va être Quelque chose d'important dans notre, mais c'est dans notre consommation énergétique. Mais avant, il faut qu'on sache comment nous on consomme, comment on fonctionne, et comment on peut peut-être mieux maîtriser cette énergie et ne laisser à la voiture que les choses qui sont pas importantes, lui donner la dernière des priorités, quoi. Le témoignage d'Arnaud, il est parlant. L'exemple de sa journée avec Saint-Tesla, une Hyundai et 2 hybrides rechargeables, ça peut peut-être même attirer notre attention sur le fait qu'un camping de petite taille attire peut-être, et quand je dis petite taille, ça va jusqu'à 150-200 emplacements, attire peut-être spécialement des utilisateurs de l'électromobilité. Et donc, comment dire, le motif de la petite taille ne peut certainement pas nous exonérer d'y aller vite, peut-être au contraire. Par rapport à ça, j'ai une statistique, vous savez pour beaucoup que je suis vice-président de la Fédération nationale, j'ai une statistique de fréquentation des campings en général. La personne avec, on va dire, le français avec de classe moyenne va plutôt dans des campings moyennes haut de gamme. On va plutôt dans un camping très équipé, Cap Fun, etc., plutôt bord de mer et avec énormément de services dans les catégories moyennes, sans être péjoratif, de la population. Et la personne plutôt catégorie CSP+, va plutôt aller dans un camping éco-responsable, plutôt petite taille, il cherche pas à avoir le maximum d'équipement. Donc en effet, si lui, sa voiture individuelle, si tant est qu'il en ait une, parce que ça aussi, ça a tendance à disparaître, elle risque d'être plutôt électrique, celle-là. Ben voilà. Il y a aussi une autre problématique qui va arriver, c'est-à-dire que dans les campings où on aura de la population au CSP+ urbain, il va se mettre en place une politique, ce qu'ils appellent dans les grandes villes, de zones à faible émission, où les véhicules diesel n'auront plus le droit de rouler. Donc il se peut que toute cette clientèle-là qui habite en centre-ville des grandes villes de plus de 150 000 habitants soit obligée de rouler uniquement avec des voitures électriques, avec des voitures hybrides. Donc c'est ce genre de voitures que l'on pourra retrouver dans les petits campings éco-responsables avec des hébergements atypiques, on va dire. Donc après, l'idée c'est un tout, quoi. Donc, voilà. Là aussi, il y a un service associé par rapport aux bornes qu'on a en place ici, mais je pense que ça peut être une idée intéressante pour beaucoup, c'est de mettre en place, si vous n'avez pas un véhicule dédié à ça, mais votre véhicule, un petit véhicule personnel électrique en location, par l'intermédiaire d'une application type Getaround ou autre, ou WeCar ou autre. Vous pouvez mettre votre voiture en location au camping et on va se retrouver avec, je pense, dans les années à venir, pas mal de gens qui risquent de venir autrement qu'en voiture,
Donc ils vont venir principalement en train, je pense, parce qu'en avion, ça n'a pas trop la bonne cote en ce moment non plus. Mais le fait de savoir qu'il y a un véhicule à louer chez vous, donc ils sont assez libres de leur mouvement, c'est intéressant. Et il faut pas se leurrer. En ce moment, c'est pas le principal de la clientèle qui loue des voitures chez nous, mais c'est beaucoup les camping-caristes qui, eux, quand on est sur les routes du Périgord, on n'a pas tellement envie de se trimballer avec son gros truc là. Donc ils louent une petite voiture, on loue pas cher, ça va entre 30 et 40 euros par jour, et c'est un service associé qui est intéressant. On gagne pas sa vie avec, il faut pas se leurrer. Par contre, on perd pas. C'est un véhicule qui sert à plein de choses, à nos déplacements personnels, mais aussi pour le personnel. Et ça nous permet d'avoir des clients qui restent un peu plus longtemps. Le gars qui est en camping-car et qui devait venir une nuit ou 2 nuits, s'il voit qu'il peut finalement se déplacer assez facilement dans les environs pour pas très cher, eh ben il reste 3 nuits ou 4 nuits. Je voudrais revenir sur un débat que j'ai vu s'installer dans les chats et peut-être solliciter l'avis de Raphaël sur la question qui a été évoquée, qui est en bref, d'abord j'ai un petit camping et accéder à un label me coûte cher et j'ai pas trop envie. Et d'autre part, au final, ces labels, c'est un peu des trucs à minima. Et moi, j'en fais plus, ou en tout cas, j'ai l'impression d'en faire plus. Et ce que je fais va plus profondément dans le sens de l'éco-responsabilité que ce que prévoient les grilles des labels. Alors, suis-je vraiment obligé d'y passer et peut-être même, est-ce que je me défierais pas un peu de ce truc-là? J'ai mon avis, bien sûr, sur le sujet, mais j'aimerais bien écouter celui de Raphaël qui, lui, a fait la démarche et a dû se poser cette question, forcément. Moi, je suis là, dans ce cas-là, je suis un pro-label. Pourquoi? Parce que je vois pas le label uniquement comme une image et un outil marketing. C'en est un. On s'en sert, il faut savoir l'utiliser, ça va rapporter. Là, ça va rapporter. C'est à du long terme, mais ça rapporte. L'autre chose, c'est le regard extérieur. Moi, je suis gestionnaire, ça fait 15 ans que je suis dans mon camping. Il y a plein de choses que je vois plus. Au début, je suis arrivé, j'étais émerveillé, je voyais tout ce qui allait pas. Maintenant, je vois de moins en moins de choses qui vont pas. Et en fait, le fait d'être avec ces labels-là, ça va me conforter déjà dans mon optique, savoir me confirmer que ce que je fais, c'est bien fait. Ça va aussi m'amener des pistes d'amélioration. C'est des choses toutes simples. Quand vous êtes sur un écolabel, on va vous obliger, entre guillemets, puisque pour répondre à ce label, à faire le suivi de vos consommations électriques. Et en faisant ce suivi de consommation électrique du début de saison à la fin de saison, je sais quel est l'hébergement qui me coûte le plus cher. Et des fois, on est étonné. Des fois, j'ai des super modernes, tout nouveaux, tout beaux, et en fait, qui me coûtent énormément cher. Et vaut mieux que je loue un petit hébergement beaucoup moins cher, que je vais gagner beaucoup moins. J'ai l'impression de gagner moins d'argent, mais en fait, il va être beaucoup plus économe en énergie, en eau, etc. Donc voilà à quoi servent ces labels. C'est sûr que ils sont peut-être à minima pour certains parce qu'ils sont fortement engagés, mais ça va vous amener d'autres pistes et voir d'autres choses que vous passez à travers et qui vont vous permettre ainsi de faire des économies aussi et même de gagner de l'argent à un moment donné parce que vaut mieux louer 10 hébergements à 200 € et gagner 150 € que d'en louer 5 à 1000 € et puis gagner que 60 € parce que ça sera des passoires thermiques, parce que ça sera des passoires d'eau, parce que voilà. Ça coûte combien un label? Alors c'est variable. L'écolabel européen est un label assez onéreux de par la franchise à régler tous les ans. Alors exactement, je sais plus, j'ai pour confirmer, mais je crois que c'est de l'ordre de 2500 € par an. Cher aussi au départ, c'est de le mettre en place parce que ça va nous amener à mettre plein d'outils de contrôle qu'on n'a pas forcément au départ. On a parlé tout à l'heure, des contrôles pour notre consommation d'eau, des contrôles pour notre consommation d'électricité. Et c'est au départ. Parce qu'en fait, une fois qu'on va savoir utiliser ces outils-là, on va faire des économies, on va savoir comment gérer, voir ce qu'on va faire comme amélioration pour faire des économies d'énergie. Pour la clé verte, c'est de l'ordre de, je sais pas, de 600 €. Hein. C'est un prix à l'emplacement un peu. Donc, c'est pas très onéreux. Donc, voilà. Moi, je regrette pas cet aspect financier. J'accepte de le payer parce que je sais que je vais faire quelque chose pour l'environnement, je vais faire quelque chose pour ma clientèle et je vais faire quelque chose pour moi parce que c'est mon esprit. Voilà, c'est vraiment une démarche du gestionnaire, comme je disais au départ. Un camping, c'est la nature. Donc, si on n'a plus cette optique-là, on est dans le camping, mais on n'est plus dans
On est plus dans vraiment du pur business. On cherche plus à vendre du plaisir. On cherche à faire fonctionner une entreprise, basiquement. Voilà. Gilles, vous voulez ajouter quelque chose? Juste que l'écolabel est souvent lié à la taille du camping. Enfin, c'est toujours, je pense même que ce soit même les clés vertes ou l'écolabel européen, on n'a parlé que de ces deux-là. Il y a aussi Green Globe. Et après, des fois, il y a des labels locaux. Hein. Personnellement, on a toujours vu les labels comme étant, dans un premier temps en tout cas, parce que c'était pas quelque chose qui nous faisait vendre. C'était plus un outil de gestion interne, une feuille de route. Et on l'a longtemps vu comme ça. Maintenant, c'est toujours le cas. C'est quelque part aussi un outil qui nous permet de nous fédérer, même en interne, puisqu'on essaye de prêcher la bonne parole auprès de notre personnel aussi, en dehors des clients. Et donc, ça crée une espèce d'émulation interne. Mais maintenant, je dois dire, jusqu'à il y a 2-3 ans, ça apportait pas vraiment. Actuellement, je pense que c'est aussi un élément différenciant et ça peut vous amener des clients. Les gens sont de plus en plus attentifs à ce genre de choses, à se faire certifier votre façon de faire. Par contre, aller plus loin que le label, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense pas. Les labels sont dans l'ensemble vont très loin. Surtout l'écolabel européen qui, comme disait Raphaël, est quand même très administratif. On est proche d'une norme ISO 9000 ou 14. C'en est une, ouais. Mais c'en est une quelque part. Et excusez-moi. Parfait. J'ai perdu. Non, mais c'est très intéressant de rapprocher les normes ISO. Si vous étiez dans l'industrie, vous ne poseriez pas la question. Et même petite entreprise, vous iriez parce que c'est devenu un standard. Je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas aussi dans le service. Et nos métiers sont de plus en plus professionnels et je m'en réjouis. Écoutez, vous savez que nous sommes très attentifs au respect d'un timing serré, que nous nous imposons de ne pas faire durer nos webinaires plus d'1 heure afin d'avoir toute votre attention pendant tout le temps. Alors, avant de remercier tous les intervenants, je crois qu'il est venu le moment de demander à Jean-Pierre de faire une conclusion, de nous récapituler. Ouais, petite conclusion. Donc, comme on a pu l'entendre dans toutes les interventions précédentes, on voit bien que l'éco-responsabilité va au-delà d'un affichage commercial, quoi. Dans nos campings, tout est vraiment lié. En économisant les ressources de notre bonne vieille terre, on va dire qu'on économise aussi de la trésorerie pour nos entreprises et que ça va devenir de plus en plus important avec les coûts qui vont augmenter de toutes les matières premières et de tout ça, quoi. Et comme je disais en introduction, la fin du monde et la fin du mois va rester le même combat pour nous, quoi. Et en favorisant l'un, on favorisera l'autre et vice versa, quoi. On ne demande pas aux gestionnaires de camping de devenir des ayatollahs d'écologie pour l'instant, mais seulement de vous porter un nouveau regard sur votre établissement et puis de trouver des produits et des points sur lesquels vous pourrez performer. Voilà. Parce que globalement, en devenant éco-responsable, votre camping il deviendra performant économiquement déjà. En devenant éco-responsable, votre camping il deviendra un lieu de vie sain et attractif. En devenant éco-responsable, votre camping, il attirera une clientèle respectueuse de la planète, mais aussi respectueuse de votre établissement, qui se ressemble, s'assemble, on va dire. Hein. En devenant éco-responsable aussi, votre camping, il deviendra durable. Il deviendra peut-être mieux vendable, on va dire aussi, et il fera aussi le bonheur des générations futures. Hein. Donc maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez plus dire bah non, je savais pas. Hein. Donc maintenant il va falloir aller bosser dans vos campings, donc au travail. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Merci Jean-Pierre, merci Raphaël, merci G, merci Guillaume. On sait que c'est un très gros sujet. Vous nous avez donné des exemples, mais vous avez aussi marqué votre engagement. J'espère que tous les auditeurs ont été sensibles comme moi à ce fait. Bien sûr, il y aura un replay et on avait je sais pas, plus de 100 inscrits. Je pense qu'ils viendront nous rejoindre dans le replay. En attendant, je vous souhaite à tous non seulement une bonne fin de journée, mais aussi une superbe saison. Et si on se reparle pas
d'ici qu'elle ait vraiment commencé. Et à bientôt pour de nouveaux échanges. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous, revoir. à bientôt.